La faillite des banques va-t-elle causer la chute des prix immobiliers? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pour aborder le sujet des faillites, des chutes des prix immobiliers, il faut bien sûr avoir un angle d'attaque. Nous allons voir ça en 3 points. Le premier point sera consacré à la compréhension de ce qu'est la faillite bancaire, de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, de savoir s'il peut se passer la même chose en Europe. Ensuite, on va faire un point dans un second temps sur la chute des prix immobiliers qu'on avait déjà annoncé sur la chaîne précédemment. Donc si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez avoir des informations de précurseurs, vous êtes au bon endroit. En tant que précurseur, vous voulez certainement savoir comment vous abonner à cette chaîne, eh bien c'est juste en dessous. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo dans les minutes qui viennent, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu exactement au même endroit. C'est gratuit, ça nous fait plaisir, on en a besoin pour évoluer et si vous trouvez que le contenu de la chaîne est de qualité, il faut que le plus grand nombre puisse le voir. Allez, trêve de bavardage, après le point sur la chute des prix immobiliers, nous allons voir comment protéger notre portefeuille et donc rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment faire en cette période de crise. Point numéro 1, la faillite bancaire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Quelles banques sont touchées? Nous allons voir ça tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les dépôts de certaines banques aux États-Unis, et pas des moindres, hein, puisqu'on parle de SVB, la faillite d'une banque qui est quand même la 16e banque au niveau des États-Unis. Donc la faillite de SVB, c'est une banque qui était assez spécialisée puisqu'elle accueillait des grands géants de la tech et de l'innovation, notamment dans les crypto-monnaies ou dans le secteur du gaming. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que c'était la 16e banque. La 16e banque, pour vous donner une idée, parce qu'on n'a pas un référentiel similaire en Europe ou en France. En effet, on n'a pas les mêmes banques, les mêmes marques. Nous, on va parler de la Banque Postale, de Caisse d'Épargne, de BNP Paribas, des choses comme ça. Eux, ils ont un référentiel de marque qui va de JP Morgan, donc la première banque, jusqu'à, pour que vous ayez une marque que vous connaissez, HSBC, qui est à peu près entre la 20 et 25e place. Donc SVB, voilà, c'est entre JP Morgan, la plus grosse banque du monde, et HSBC qui est 20-25e, donc SVB 16e, 15e, voilà, à peu près en termes d'actifs, en termes de gestion financière. Alors techniquement, ce qui s'est passé, tant qu'on n'est pas dans le marché financier, c'est très compliqué de comprendre ce qui s'est vraiment passé, mais je vais essayer de vous donner un aperçu. En gros, on sait que depuis 1 an et demi, la Banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt directeurs. Les taux d'intérêt directeurs, c'est les taux auxquels les banques commerciales peuvent emprunter. Pour faire vraiment très simple, hein. Si les taux auxquels les banques commerciales peuvent emprunter augmentent, ben, in fine, les taux auxquels les particuliers empruntent aux banques commerciales augmentent aussi. Ce qui fait que l'économie ne fonctionne plus sur de l'argent facilement atteignable, de l'argent facile à avoir, mais fonctionne plus sur les dossiers les plus solides si on parle d'un particulier à une banque commerciale. Et si on parle d'une banque commerciale à une réserve fédérale, donc une banque centrale, ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire confiance aux banques les plus solides. Et de la même manière, le marché interbancaire, donc de banque commerciale à banque commerciale, donc de HSBC à JP Morgan ou de Crédit Agricole à BNP Paribas, ben fonctionne exactement de la même manière. Si on sent qu'une banque n'est pas solide, ben il y a une crise de confiance, une crise de liquidité. C'est un peu à celui qui a la meilleure marque et surtout la meilleure gestion d'actifs à ce moment-là. Et donc les crises bancaires sont souvent déclenchées par une crise de confiance. Crise de confiance amenant les banques à ne plus faire confiance entre elles, les banques centrales à devoir réinjecter de la liquidité pour pouvoir faire survivre les banques qui sont les moins bons gestionnaires d'actifs. Et en général, quand une banque est un mauvais gestionnaire d'actifs, ça peut mettre du temps, mais tôt ou tard, le poteau rose est découvert et quand c'est publié, quand c'est connu de tous, et surtout des particuliers, ça déclenche en fait ce qu'on appelle des bank runs. Un bank run, c'est tout le monde apprend qu'une banque est sur la sellette. Est-ce qu'elle va faire faillite ou non, on ne sait pas, mais ça accentue le phénomène puisque tout le monde veut retirer ses billes pour ne pas perdre d'argent et du coup ça déclenche presque la faillite en elle-même. En plus, une banque dans son bilan
Donc pour faire un peu de comptabilité, restez avec moi, vous allez voir, ça va faire sens dans la partie 2 et la partie 3 qui seront consacrées à la chute de l'immobilier et à comment protéger son patrimoine en fonction si on a de l'immobilier, si on n'en a pas, etc. En fait, niveau comptable, la banque, elle a ce qu'on appelle des obligations, donc de la dette principalement, et les dépôts des particuliers, donc des clients qui viennent déposer l'argent en banque. Quand vous déposez de l'argent en banque, c'est plus à vous, hein. C'est-à-dire que c'est pour la banque un contrat qui l'engage, elle, à vous rembourser. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez octroyé un crédit à la banque. Voilà, je vous schématise un peu. Si vous octroyez un crédit à la banque, ça veut dire que la banque a une créance envers vous. Ça veut dire qu'elle va vous devoir quelque chose. Puisqu'elle vous doit quelque chose, il faut qu'elle mette en face, dans sa comptabilité, dans son actif, un actif qui vaut quelque chose et qui, on va dire, va combler le fait qu'elle a une dette, elle, ok? Pour pouvoir combler le fait qu'elle a une dette, elle va devoir acheter des actifs, et ce qu'elle achète comme actif, c'est quoi? De la dette. Vous voyez un peu où on va là, sur les risques systémiques, la crise de 2008 de Lehman Brothers, que tout le monde connaît, et même certaines crises qui ont eu lieu dans le passé bien avant. Donc cette dette qu'elle achète pour mettre en face des dépôts, cette dette, elle a baissé en valeur. Elle a baissé en valeur puisque, en fait, la montée des taux d'intérêt est sine qua non d'une baisse de la valeur de l'actif. Normalement, quand tout va bien, une banque ne vend jamais cette dette. Elle la laisse arriver à maturation. Arrivée à maturation, elle récupère le principal, donc ce qu'elle a payé pour avoir l'actif, plus les intérêts qu'elle a accumulés au fur et à mesure du temps. Mais, c'est là où il faut suivre. Je sais que je vous ai un peu perdu, mais voyez un peu le premier chapitre comme la partie technique et ensuite il y a la partie pratique. Donc si la valeur de l'actif n'est plus équivalente à la valeur de ce qu'elle a, ou si tous les déposants font un bank run et veulent retirer d'un coup leur bille, en fait elle est quasiment en banqueroute, en faillite. Et qui arrive à ce moment-là pour la sauver? Eh bien c'est la banque centrale qui va créer de l'argent de toutes pièces. En faisant ça, elle va principalement donc renflouer et redonner de la confiance au marché. Sauf qu'il arrive qu'il y ait des cas où les gens n'ont plus du tout confiance et du coup retirent quand même leur bille, créant des réactions en chaîne. Donc ces banques-là, et vous allez voir le lien avec l'immobilier, elles vont avoir une sacrée période où elles vont devoir gérer du risque et plus du tout s'occuper de la phase expansionniste ou la phase où il faut créer de la valeur et rapporter de l'argent. Donc vous oubliez un peu tout ce qui est crédit immobilier, vous avez d'autres chats à fouetter, pour faire simple. Et comme on sait que 80 à 85% des acquisitions en immobilier sont faites à crédit, ou du moins avec une partie de crédit, et bien là, vous voyez de suite où on veut en venir sur cette partie 2, où là on va regarder un peu plus la chute des prix immobiliers maintenant. La non-production de crédit va créer forcément une non-rencontre entre l'offre et la demande, et du coup un marché totalement illiquide, avec des vendeurs qui vont encore avoir les prix d'il y a 1 an et demi, 2 ans en tête, donc des prix assez hauts puisqu'on était en top de bulle, et les acheteurs, eux, vont vouloir chercher des bonnes affaires quand ils peuvent emprunter, et s'ils peuvent pas, eh bien, ils rencontreront jamais le prix du vendeur. C'est aussi simple que ça. Et vous le savez, moi ce que j'aime bien regarder, c'est du coup le marché américain pour anticiper ce qui se passe en Europe. Les États-Unis ont relevé leur taux d'intérêt sur le graphique que vous allez voir, et de manière drastique. Ce qui, bien sûr, crée une cassure sur des marchés qui sont surévalués. Et c'était peut-être le but d'ailleurs, mais on n'en sait rien. Puisque, officiellement, l'idée c'était de réduire l'inflation. Bon, l'inflation c'est l'augmentation de la masse monétaire, c'est pas la hausse des prix. Donc il y a un peu des jeux de mots qui sont pas très clairs. Ou alors c'est pour simplifier dans la tête du public, mais voilà, il n'y a pas de ligne directrice claire dans le sens où l'économie c'est pas une science mathématique, c'est-à-dire qu'on va tester des choses et ensuite voir les effets à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc pour en revenir en fait au phénomène d'anticipation par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et comment ça arrive en Europe, vous voyez que maintenant on commence à peine à nous, au niveau de la BCE, à monter les taux d'intérêt. 50 points de base, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous on était tributaires de ça, on a les faillites des banques, plus l'augmentation des taux d'intérêt avec 6 mois, 1 an de décalage. Et quand on sait que les États-Unis, sur les marchés des plus grandes villes, on est déjà entre moins 10 et moins 15% de baisse parce que le même phénomène que je vous ai expliqué il y a 30 secondes se produit, c'est-à-dire que la rencontre entre l'offre et la demande ne se fait plus,
évidemment c'est des données générales qu'on traite ici, eh bien on va tout de suite anticiper ce qui peut se passer en France avec justement cette montée des taux au niveau de la BCE. On sait déjà que les grandes villes comme Paris, Bordeaux ont baissé de 5 à 10% de 2022 à 2023. En sachant que l'année n'est pas finie bien sûr, mais ce sont les données qu'on a actuellement. Et par contre, les villes de taille moyenne ont plutôt bien résisté. Des villes comme Paris et Bordeaux ont souffert, et des villes comme Nice, Le Mans, Brest, pour diverses raisons, sont encore à un même niveau. Mais ça va peut-être pas tarder, justement, si on a cette politique monétaire qui se durcit. Du coup, ça m'amène un petit peu à un point philosophique de savoir comment traiter les données du marché immobilier, de se dire que quand on a des villes qui sont surévaluées comme Paris, on va plutôt aller en région, et c'est ce qu'on prône nous sur Analysimo. C'est pour ça qu'on a les données des prix au mètre carré bien sûr, des prix à la location, de la concurrence, de la démographie, de plein de choses, et c'est pour ça qu'on crée une plateforme qui va être dédiée à ça, pour guider l'investisseur débutant dans ce flux de toutes ces villes, de toutes ces informations qu'il faut traiter pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier, éventuellement devenir rentier un jour, pas en 2 ans, 3 ans comme on peut l'entendre, mais en 10, 15, etc., se construire un vrai patrimoine solide. Bien tout simplement, les villes surévaluées à 10 000 € du mètre carré, quand elles sont au top de bulle, quand il y a une phase exponentielle en fin de parcours, on va plus avoir un effet de baisse que sur les villes où on est à 1000-1500 € du mètre carré, qui sont, on va dire, déjà au ras des pâquerettes, entre guillemets. Disons que si elles baissent, elles, jusqu'à 700-800 € du mètre carré, prenons un exemple vraiment drastique, et que Paris, par exemple, ou Bordeaux, baisse de moins 50%, parce qu'il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien. En fait, il y a des baisses de moins 50% d'un côté, et puis de moins 20, moins 30 de l'autre, ce qui fait qu'on a un actif beaucoup plus résilient en région. Mais bon, voilà, j'estime que chaque profil investisseur est différent. Attention, ce que je vous dis là, c'est de la spéculation, c'est-à-dire que pour moi, le marché était surévalué. Pour moi, il y a des choses qui se passent et des stress sur les marchés financiers, sur d'autres secteurs qui font que, inéluctablement, l'immobilier doit baisser. Mais, si on a un sauvetage des banques, si on a une politique monétaire qui est de plus en plus accommodante et qu'on injecte des trillions et des trillions dans l'économie, on peut avoir une fuite en avant. On peut avoir une bulle encore plus grosse. Et disons qu'on peut repousser le phénomène de 3, 5, même 10 ans peut-être, puisque en 2008, on l'a réalisé, on a changé de paradigme à ce moment-là. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'il faut des données au jour le jour, des données au quotidien, et c'est pour ça que je pense que Analysimo, c'est l'endroit où on démarre, l'endroit où on se repère même en cours d'investissement, et par exemple pour une deuxième opération, et là où on va pouvoir naviguer, au lieu de naviguer à vue, naviguer avec un horizon clair sur l'immobilier. Je vous mettrai le lien en description pour vous inscrire sur la liste d'attente, bien sûr. Comme vous le voyez, bien sûr, je ne perds pas le nord. Bref, en partie 3, en conclusion, je vous l'ai promis, je vous donne quelques clés pour pouvoir gérer son patrimoine et naviguer justement dans cette crise, naviguer dans l'environnement qu'on va connaître ces 5, 10, 15 ans prochains. Premièrement, pour moi, l'idée c'est de ne pas paniquer, l'idée c'est de garder évidemment à l'esprit que on est dans une période difficile, mais quelque part que ça peut représenter une opportunité. Je m'explique. Si on est méthodique, si on a des actifs résilients, si on a une bonne répartition de notre portefeuille, une bonne diversification, en fait, on va pouvoir justement voir que la volatilité de certains actifs, c'est-à-dire l'écart entre le plus bas et le plus haut, les variations de prix, vont en fait être à notre avantage, puisqu'on va pouvoir vendre au plus haut certains actifs, acheter au plus bas certains autres. Et pour contrecarrer, pour moi, et c'est le deuxième point, pour contrecarrer le fait qu'on est dans une période de crise et d'instabilité, eh ben, il faut quelque part être stable, c'est-à-dire avoir un emploi fixe, essayer d'avoir peut-être un side project, donc un projet à côté qui peut ramener un petit complément de salaire si c'est possible. Moi, c'est ce que je fais par exemple avec cette chaîne YouTube, alors j'ai pas des 1000 et des 100. Mais par contre, je sais qu'il y aura forcément à un moment donné besoin de moi, besoin de mes connaissances, et chacun a des connaissances, quelles qu'elles soient, sur un sujet, une passion, des choses. Voilà, c'est à vous un peu de voir sur ça. Mais voilà, période d'instabilité, garder une situation stable, améliorer son dossier, améliorer son potentiel scoring bancaire. Là, vous savez,
quand vous avez des déficits, quand vous êtes à découvert, quand vous avez d'autres crédits, vous avez un scoring qui est un peu bas, quand vous avez une santé financière qui est OK, la banque va préférer votre dossier. Quand les conditions redeviendront à la normale, vous allez pouvoir en bénéficier à ce moment-là. Pourquoi pas vous former sur des sujets. Il n'y a pas que l'immobilier, hein. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a les matières premières, il y a les crypto-monnaies par exemple, pourquoi pas. Mais il y a plein d'autres choses et l'idée justement c'est de profiter des périodes où on ne peut pas vraiment investir pour pouvoir avoir la connaissance le jour où on peut déclencher. Et le dernier point sur lequel je voulais un petit peu vous donner des billes, c'est justement sur la répartition. Pour moi, la répartition, elle doit être faite avec un socle immobilier, un deuxième socle action à dividende, comme j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire que même si on a une baisse de moins 50%, mais en fait le cash flow, que ce soit de l'immobilier ou des actions à dividende, en fait va combler cette baisse. Si vous achetez quelque chose à 1000, que ça baisse à 500, c'est très grave, mais il n'y a pas mort d'homme, puisque vous pouvez avoir encore aujourd'hui des choses qui sont assez décotées, qui vous rapportent du 5-7%, quelque chose comme ça. Si on a une crise pendant 10 ans, en fait ces 5-7%, si vous avez des choses solides, résilientes, ils devront vous être payés, et en fait c'est comme ça qu'on bénéficie de la mécanique des intérêts composés à long terme. Et c'est pour ça qu'il y a certains investisseurs très connus qui prônent justement le fait d'être tout le temps 100% investi, mais parce qu'ils ont un investissement, une vision à très long terme, à 30, 50, 70 ans. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Si vous avez une vision un peu plus court terme, un peu plus moyen terme, où là vous voulez profiter des opportunités, un peu comme moi, même si je suis un peu des deux, vous gardez une bonne partie en cash. Pourquoi vous gardez une bonne partie en cash? Et bien justement, ça rejoint le point de tout à l'heure, ça va vous permettre de profiter des opportunités quand elles vont se présenter. Sur l'immobilier principalement, moi je pense à la vente aux enchères. Vente aux enchères parce que si on est dans une société où les dettes explosent, ben en fait les dettes des particuliers, malheureusement, qui sont souvent les dindons de la farce, vont finir par se retrouver sur le marché. Le marché immobilier classique bien sûr, les actions, et là il y aura des négociations de prix parce que vous voyez très bien que sur le marché immobilier, les gens ont peur et vendent un petit peu à tout va, surtout avec les réglementations qui arrivent. Maintenant, les réglementations elles peuvent être tournées à notre avantage, hein. Clairement, il y a des possibilités de négociation. J'ai fait une vidéo sur le DPE, si vous voulez aller voir, regardez par exemple. Là, il y a pas mal d'informations, même si c'est une vidéo qui date un peu. Mais voilà, c'est pour moi la période difficile qu'il faut arriver à passer pour pouvoir avoir justement un meilleur retour sur investissement et voir des jours meilleurs d'ici 3, 4, 5, peut-être 10 ans. L'investissement, c'est du long terme, comme vous le savez. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Imaginez sur des villes de taille moyenne qui étaient encore attractives, on pourrait avoir du moins 20, du moins 30%. Ça fait des super opportunités pour avoir du cash flow, même négatif. C'est pas très grave, parce qu'il y a la montée des taux, bien sûr, mais cash flow négatif n'est pas égal à mauvais investissement. On aura toujours un bien en fin de parcours qui aura remboursé les mensualités avec les loyers, même si c'est pas à 100%, c'est à 90%. Vous allez payer un petit peu de votre poche tous les mois, mais vous allez avoir in fine un effet de levier de x10, hein, parce que quand on met 10% d'apport, qu'on a un bien à 100 000 euros ou 100 000 euros d'apport, un bien à 1 million, voilà, vous choisissez votre budget, et bien on va avoir justement cet enrichissement qui va se créer, une création de patrimoine avec l'argent des autres, pour autant qu'on puisse bien sûr assumer les mensualités et du coup avoir cette stabilité pendant la période difficile. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. L'idée c'était vraiment de faire un point sur la situation. Je pense que vous avez vu plein de vidéos qui traitent du sujet, mais je voulais le traiter encore une fois à ma manière. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser bien sûr un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, et restez sur la chaîne Analyse IMO avec une vidéo qui est liée au sujet du jour. Abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater, et je vous dis à bientôt. C'était Analyse IMO. Ciao.